Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, l'opérateur économique Habib Anne a été arrêté hier à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré alors qu'il se rendait à Dakar pour des raisons de famille. Depuis cette interpellation, sa famille n'a aucune nouvelle de lui selon son avocat qui se demande également ce qu'on reproche à son client. Et puis, on connaît désormais l'itinéraire de la marche annoncée par le FNDC ce jeudi 28 juillet. Cette manifestation partira du carrefour de la Tannerie à partir de 9h jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple à Kaloum où un regroupement est prévu, mais aucun maire des communes traversées n'a donné son feu vert. L'obésité infantile, c'est l'excès de masse grasse qui représente un risque pour la santé. Au fil des années, on constate une augmentation de sa prévalence occasionnant des maladies chroniques chez les enfants. À suivre dans ce journal, l'avis et les conseils pratiques d'un spécialiste. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette question. Où se trouve Habib Anne, le directeur général de la SONAG et vice-président du patronat guinéen, a été arrêté hier mardi à l'aéroport de Conakry alors qu'il se rendait à Dakar, selon son avocat. Depuis, la famille n'a aucune nouvelle de l'opérateur. Je vous invite à suivre ces explications de maître Salif Biavogui. Hier, mon client, M. Habib Anne, il est directeur général de la SONAG et encore président du patronat, d'un patronat guinéen là. Donc il était en partance pour Dakar, pour aller-retour pour raison de famille, aller-retour sur Dakar. Donc il est arrivé à l'aéroport hier soir aux environs de 17h, 18h. Il a fait toutes les formalités requises d'embarquement. Donc il attendait son vol. Entre-temps, selon ce que j'ai appris, un policier est venu l'interpeller pour lui dire que la police a besoin de lui pour des commodités. Donc, arrivé là, et on lui a dit non, qu'il y a une interdiction de sortie du territoire contre lui. Et par la suite, il a été mis à la disposition de la gendarmerie. Donc, on lui a retiré ses téléphones qui sonnaient et n'avaient plus de répondant. Et depuis 19h jusqu'à l'heure où nous sommes, sa famille n'a pas dormi. Son avocat que je suis également, j'ai été sans repos. Nous avons cherché partout, dans tous les services de sécurité accessibles judiciairement. Impossible, il n'a pas pu être localisé. Je me suis personnellement adressé aux respectueux 3 procureurs de la République des tribunaux de première instance de Conakry, à savoir Kaloum, Dixine et Mafanko, à titre informel pour juste savoir s'ils sont au courant que mon client, M. Habib Anne, directeur général de la SONAG, a été interpellé. Je n'ai eu aucune réponse. Autre information, en bref et en image, l'ancien directeur général de la Caisse de prévoyance sociale des agents de l'État a été acquitté. Il est reconnu non coupable des faits de détournement qui lui ont été reprochés. La Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a donc décidé de le renvoyer pour des faits non constitués. Départ à la tannerie à partir de 9h, Bessia, Bonfi et Madina ensuite donc appuient l'esplanade du Palais du Peuple à Kaloum où un regroupement est prévu. C'est l'itinéraire de la marche du FNDC. Mais voilà, aucune des mairies concernées ne donne son feu vert pour la tenue de cette manifestation. À Matoto, le maire Mamadou Bartos Kamara dit s'inscrire dans la logique des mesures administratives interdisant la marche. C'est le même message à Matam mais aussi à Kaloum. Ce matin, dans Espace Expression, Sékou Koundouno affirme que la marche se tiendra et que le FNDC ne se pliera pas à cette décision des maires interdisant leur manifestation. On le suit. Le lundi, le FNDC a déposé des courriers d'information dans les communes de Matam, de Matoto et de Kalou. Et avant que ces autorités nous répondent hier aux alentours de 15h, hier à 12h, vous avez tous observé la sortie de l'avocat général Bora du côté de la cour d'appel de Conakry. La question qu'il faille se poser, le FNDC s'est-il adressé au parquet général pour les informer de la marche qu'il tient ou c'est aux communes? Une manière de vous dire que c'est une conspiration
je puis vous rassurer déjà que ce communiqué est un communiqué illégal. Venons-en maintenant au courrier des mairies. Les mairies n'ont ni la qualité, ni la compétence d'interdire une manifestation. Il y a des motivations objectives. Il faut lire les lettres de réponse. C'est des motivations farfelues qui n'ont aucune base. Et puis, à quelques heures de la manifestation appelée ce 28 juillet par le FNDC contre la conduite de la transition, l'inspecteur général du RPG Arc-en-Ciel a appelé la jeunesse du dit parti à ne pas y répondre. Pour lui, le RPG ne combattra jamais le CNRD parce que le FNDC n'a plus sa raison d'être. Il va plus loin en accusant certains responsables de l'ancien parti au pouvoir qui appellent les jeunes à descendre dans la rue contre la junte d'être derrière la chute du président Alpha Condé. Djibril Ba. L'inspecteur général du RPG Arc-en-Ciel ne souhaite pas que la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir participe à la manifestation appelée ce jeudi par le FNDC et soutenue par certains responsables du dit parti. Pour lui, les actions de la junte au pouvoir méritent d'être soutenues car elle n'est pas une rivale du RPG. Suite à la déclaration du secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel ce samedi, qui déclare publiquement que le parti se joint au FNDC. Je vous avoue que le RPG Arc-en-Ciel ne le fera pas. Il regrette que ceux qui veulent aujourd'hui s'opposer à la gouvernance de la junte militaire ne se soient jamais manifestés après l'arrestation du professeur Alpha Condé. Quand le président a été pris, ils ont tous devenu silencieux. Personne n'a osé dire mot. Les responsables qui suivent sont suspendus de leurs fonctions pour faute lourde. 1. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel. 2. Le secrétaire administratif. 3. La coordination du RPG Arc-en-Ciel. Article 2. Le conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel est dissous. Quant à la position du FNDC, l'inspecteur général du RPG dénonce qu'elle est devenue une structure illégale et illégitime. Le FNDC est une structure qui ne défend que leurs propres intérêts. Dans les conditions normales, le FNDC a été dissous depuis le 5 septembre. Autre sujet dans l'actualité nationale, le gouvernement guinéen a présenté le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025 le samedi dernier. C'est à cet effet que le Conseil national de la transition a tenu une session ordinaire ce mercredi à l'hémicycle avec plusieurs cadres de l'administration publique. Nos reporters Fodibren Bangoura, Aboubakar Keke Bangoura ont assisté à la rencontre. Suivez leur reportage. Dans cette nouvelle feuille de route qui sera mise en œuvre à partir de 2023, plusieurs réformes sont à noter. Par exemple, la généralisation des paiements en ligne via le système e-tax des impôts, l'implantation d'une nouvelle version de Sidonia à la douane et d'autres recettes. Ainsi, les projections des recettes pour les 3 régies financières sont estimées à Direction générale des impôts, 12 777,67 milliards. Direction générale des douanes, 12 106,99 milliards. Le Conseil national de la transition demande au gouvernement la reprise des activités à l'imprimerie Patrice Lumumba, la création d'écoles d'excellence en formation professionnelle, la diminution des tarifs d'appel et autres. La création d'écoles d'excellence en formation professionnelle demande au gouvernement la reprise des activités de l'imprimerie Patrice Lumumba. Suggère au gouvernement le passage de 1 à 2 francs la taxation de la consommation téléphonique sur les 10 francs déjà accordés. Encourage le gouvernement à réduire la subvention allouée au secteur de l'énergie EDG. Pour le président du CNT, le problème du budget guinéen n'est pas la répartition sectorielle, mais le taux de réalisation. Le problème fondamental du budget guinéen n'est pas la répartition sectorielle, mais plutôt la réalisation, le taux de réalisation qui oscille autour de 30-40% depuis une vingtaine d'années. Mais aussi, et le plus important, c'est la capacité de mobilisation et de levée de fonds,
tant sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Les opérateurs économiques et les cadres de l'administration ont pris la parole. Ils ont évoqué entre autres la création d'une nouvelle école publique sur l'Axe, l'amélioration des conditions de vie des artistes et des religieux. Une autre plénière est prévue ce vendredi à la même localité. Et puis, pour promouvoir le genre, les droits de l'homme, enfants et les personnes vulnérables dans la perspective de la rédaction de la nouvelle constitution en Guinée, la COFEPAD Guinée a lancé ce mercredi un atelier de renforcement des capacités de plaidoyer auprès des autorités sur des questions de parité et d'implication des femmes dans la prise de décision. Fatoumata Touré, Mohamed Kapel aussi là. Renforcer les connaissances de ces femmes sur les normes relatives au droit international. Voilà l'objectif de cet atelier qui vient renforcer les capacités de la couche féminine guinéenne, actrice pour la paix, les droits et le développement de la Guinée. Pour pouvoir outiller nos membres afin qu'on puisse s'impliquer activement dans l'élaboration, la rédaction ou le toilettage des textes au niveau du CNT et à la faveur de cette transition. Au cours de cet atelier, le représentant du système des Nations Unies a signalé les effets dévastateurs des inégalités entre hommes et femmes qui sont aujourd'hui une autre problématique en Guinée. Les Nations Unies encouragent la République de Guinée à poursuivre sa politique d'élimination des inégalités entre hommes et femmes en prenant des mesures nécessaires pour éliminer les violences et les discriminations faites aux femmes et à leur assurer la pleine participation à la vie publique, économique, sociale, y compris aux instances de décision. Pour une Guinée nouvelle, la COFEPAD Guinée ose croire que la parité sera respectée pendant l'adoption de textes dans la nouvelle constitution. La vice-présidente du CNT rassure. Si, avec ces démarches, avec ces initiatives, surtout quand les femmes sont bien formés, sont bien outillés, nous pouvons obtenir quelque chose de magnifique avant la fin de cette transition. La coalition des femmes, de par ce lancement, entend mener d'autres actions dans le cadre de la sensibilisation et la conscientisation des femmes évoluant dans la promotion du genre en Guinée. Et puis, l'Organisation des Nations Unies a récemment adopté un nouveau système de sécurité routière. Il devrait permettre de réduire à 50% le nombre de personnes tuées sur les routes d'ici à 2030. La Guinée a à son tour mis en place son organisme. La rencontre s'est tenue ce mercredi au nouveau siège sous les auspices de Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports. C'est un reportage de Thierno Amadou Diallo, Ibrahima Massoud Kamara et Fatoumata Kondi. Dénommée Agence guinéenne de sécurité routière, la mise en place de cette structure s'inscrit dans la logique de l'objectif fixé par l'Organisation des Nations Unies pour la décennie 2021-2030. Un projet visant à réduire à 50% le nombre de morts liés aux accidents de la circulation. Ce mercredi, le ministre des Transports a procédé au lancement de la première session ordinaire du Conseil d'administration. Occasion mise à profit pour évoquer le dernier cas d'accident en Guinée. Et vous rappellerez qu'il y a un mois, il y a eu un pic d'accidents dans notre pays et la Guisère a été mise à contribution parce qu'elle a des outils adaptés à cela. Elle a un plan national de sécurité routière. Elle a beaucoup d'autres outils qui sont performants et qui sont disponibles. Le nouveau président du conseil d'administration évoque le comportement des usagers de la route qui causent les accidents. C'est au contraire, quand les routes sont bonnes, qu'on a beaucoup d'accidents. Parce que les gens roulent sans arrière-pensée. Alors que, en principe, si chacun respecte le code de la route et les réglementations, même les accidents là peuvent diminuer. Insistant toujours sur le mental des conducteurs, le directeur général de la Guisée mise sur la sensibilisation pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, nos priorités vont être axées à la sensibilisation, à l'installation des panneaux de signalisation horizontale et verticale, parce que si vous voyez nos routes, elles sont muettes. Le Conseil a demandé l'implication de tous les acteurs pour atteindre l'objectif du projet. A rappelé qu'il est ordonné à tous les pays membres de l'ONU de mettre en place un organisme pour mieux coordonner les activités de sécurité routière.
Durant 2 jours, des experts en télécommunications venus de 10 pays de la sous-région bénéficieront d'une formation sur l'utilisation de la 5G. L'initiative est de l'ARTAO et de GSMA. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur l'évolution de la loi sur la confidentialité des données, de la pratique et de l'identification numérique pour les personnes mal desservies. C'est un reportage signé Lamine Kaba, Mohamed Alouba. Cette formation vise à renforcer les capacités des membres de l'ARTAO, l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Une formation qui devra aussi les outiller sur les meilleures pratiques d'utilisation de la 5G. Vous savez, le monde des télécoms évolue très vite, donc c'est important que les cadres soient mis à niveau pour s'assurer qu'au niveau régulation, on est à la page et qu'on puisse satisfaire les consommateurs guinéens, notamment réduire les tarifs et s'assurer qu'ils aient des services de qualité. Initiée par la GSMA et l'ARTAO, elle sera axée sur la gestion de la confidentialité des données, l'identité numérique et la localisation du spectre. Et aujourd'hui, donc, c'est un honneur pour nous de venir en Guinée pour fournir des outils pour les régulateurs, pour leur permettre demain de mettre en œuvre la 5G, ne pas faire les mêmes erreurs que pour les technologies passées, d'avoir une feuille de route qui vont permettre aux investisseurs, au gouvernement, aux industries de savoir où est-ce qu'on va et de pouvoir se préparer et de pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Venus de 10 pays, ces participants espèrent, au sortir de la rencontre, avoir de nouvelles compétences dans le domaine des postes et télécommunications. J'espère pouvoir mieux comprendre les enjeux liés à la 5G, surtout en ce qui concerne notre région, l'Afrique de l'Ouest. Comment utiliser la 5G, comment allouer les fréquences, les questions de l'identité numérique, comment protéger les données partagées. Les services mobiles sont désormais un moteur essentiel de la croissance économique en Afrique. Dans le cadre des réformes sectorielles, du monde des affaires, des programmes axés sur la technologie ou encore des services autonomes. Un accès au spectre abordable, de haute qualité et rapide est essentiel pour le développement du continent. Et puis, on en vient à cet élément annoncé dans le sommaire. L'obésité infantile a montré une augmentation de sa prévalence, causant de nombreuses maladies chroniques chez les enfants. Il y a une très forte augmentation de l'obésité avec de mauvaises habitudes alimentaires. C'est du moins l'avis des spécialistes de santé. Suivez les détails dans ce reportage de Aïssata Kourouma, Fodé Soma, rendu par Aïssata Diakité. L'obésité infantile est un excès de masse qui présente un risque pour la santé. Depuis qu'elle a été qualifiée d'épidémie mondiale dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité infantile est devenue un problème grave à cause de ses conséquences sanitaires. Cette maladie augmente le risque cardiovasculaire selon ces médecins. Lorsque nous avons l'obésité, les enfants sont prédisposés à faire le diabète. Parce que tout excès de poids peut conduire ici au diabète. Maintenant, si ce sont aussi les grands enfants, ils sont aussi disposés aussi à faire aussi l'hypertension. Apnée du sommeil, des troubles musculo-squelettiques, mais beaucoup plus fréquemment, ces troubles peuvent compromettre le jeu libre et les activités sportives de certains enfants et ceux de la petite enfance. Les effets à long terme, ce sont des métabolismes, c'est-à-dire il y aura des modifications au niveau du corps. C'est-à-dire l'enfant sera gros et il n'a pas assez de vitamines dans le corps. Vous comprenez? Maintenant, les conséquences à court terme, c'est quoi? Ce sont d'une part ici des maladies comme la somnolence. L'enfant est là toujours en train de dormir comme ça. Pour ces médecins, l'obésité infantile peut être liée à une alimentation trop riche ou un manque d'activité physique, le plus souvent associé à des prédispositions familiales. De ne pas donner des aliments qui peuvent disposer un enfant à faire l'obésité, c'est-à-dire donner l'alimentation appropriée, c'est-à-dire ne pas donner des aliments où il y a beaucoup d'huile, où il y a beaucoup de sel, où il y a beaucoup de sucre. L'enfant en surpoids peut être l'objet de moqueries, voire de harcèlement dès le plus jeune âge. Mais pour ces médecins, l'entourage doit aussi se mobiliser pour soutenir l'enfant en situation d'obésité.
Les autorités locales de Kamsar et certaines sociétés évoluant sur le terrain ont procédé ce dimanche à l'assainissement le long de la voie ferrée du centre-ville, devenu un dépotoir d'ordures. L'activité a mobilisé les représentants des autorités locales, de la CBG, de la SOTRAC et quelques TPE, les forces de défense et de sécurité. Aïssatou Kesso-Diallo, Salifou Lifo-Sissé. Kamsar, à l'image des autres villes du pays, reste confronté aux problèmes d'insalubrité, surtout en cette période hivernale. C'est pourquoi les autorités locales et quelques entreprises qui y résident ont procédé à l'assainissement le long des voies ferroviaires qui sont devenues des dépotoirs d'ordures. Cette activité s'inscrit dans la logique de l'appel du président de la transition à assainir les villes. Rendre notre environnement sain est une action de développement. C'est ce qui nous a motivés à mettre en place ces actions de développement. Et on a pu le faire grâce à l'appui technique et matériel financier de la CBG, de GAC, de COBAD, mais également l'Union des entrepreneurs de Kamsar. Pendant cette période de pluie, plusieurs maladies comme le paludisme et la diarrhée sont causées par les saletés. Rencontrés, le commissaire central de la police de Kamsar dénonce les actes d'incivisme de certains citoyens avant d'exhorter les autorités en place à trouver un dépotoir d'ordures. Tout de même, il s'engage à y veiller. Ceux qui ont les saletés là ou les ordures là, il faut chercher un lieu où il faut mettre. C'est ça le plus grand handicap. Il ne s'agit pas de nettoyer, mais où ils doivent déposer. Donc il faut que l'autorité sous-préfectorale communale qui s'asseye avec les différents chefs là pour trouver des lieux. Il sera dirigé par un policier. Engagé à accompagner ces actions entreprises par leur société, le directeur des opérations Sotrac Plus lance une invite. On demande à toute la communauté de Kamsar et les villages environnants, les sous-districts et le président de la jeunesse de la ville de Kamsar de se donner la main pour la réussite les jours à venir pour l'assainissement de la ville de Kamsar. Le Haut Conseil des Maliens de Guinée se veut plus que jamais rassembleur. Dans une interview que son président Mohamed Sidibé a accordée à la rédaction d'Espace TV ce mercredi à Conakry, il a affiché sa volonté de travailler avec tous les Maliens vivant en République de Guinée. Nous avons également abordé la question liée à la transition malienne. Ce dernier salue d'ailleurs les actes posés par le président Assimi Goïta et son gouvernement. Boubacar Bari et Ibrahima Souma nous signent cet élément de reportage. À peine reconduit à la tête du Haut Conseil des Maliens de Guinée, il y a 3 jours, Mohamed Sidibé ne tarde pas à tendre une main franche à tous les Maliens vivant sur le territoire guinéen. Il les invite à une collaboration franche et sincère. C'est le moment de se donner la main pour relever les défis qui ont pour nom la lutte contre le terrorisme, la refondation de l'État, le recouvrement de la souveraineté nationale. Créé en 1991 et présent dans 77 pays à travers le monde, le Haut Conseil des Maliens de Guinée s'implique activement dans l'émancipation de ses ressortissants en Guinée et ailleurs, précise son président en Guinée. Une fois investi dans les jours à venir, il compte pérenniser la démarche. Tout de même, il s'abstient de faire des promesses en toute modestie. Après l'adoption du bureau de consensus, le bureau doit être investi par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur avec une délégation qui va faire le déplacement, en présence de la plus haute autorité du Mali, l'ambassadeur, et certainement aussi avec des invités de la Guinée. C'est en ce moment que nous allons commencer le travail proprement dit. S'agissant de la crise que le Mali traverse actuellement, le numéro 1 de cette organisation dit observer cette situation de près. Il se réjouit de la ligne directive empruntée par le président de la transition, Assimi Goïta. Les forces armées maliennes ont montré aujourd'hui leur capacité de faire face à l'ennemi. Les forces armées maliennes aujourd'hui prennent l'initiative des attaques, alors qu'avant ils subissaient. La montée en puissance, comme nous l'appelons, des forces armées aujourd'hui est une réalité. Et vous avez vu comment ils ont fait échouer à ces attaques simultanées qui avant faisaient des massacres. La communauté malienne vivant en Guinée ne rencontre pas de difficultés dans l'obtention des papiers. Cela est dû au sens de collaboration des autorités guinéennes, selon Mohamed Sidibé qui les remercie de cet avantage.
À présent, un mot de sport. Avec les exigences du football moderne, le constat révèle que les athlètes passent moins de temps auprès de leur famille, car le quotidien des footballeurs est partagé entre le terrain, la compétition, mais aussi les voyages. Cette situation empêche les pratiquants du ballon rond d'assister à certaines cérémonies importantes dans leur famille. Immersion dans la famille de footballeurs avec Abdourahmane Sedater Diallo, Ibrahima Souri Kamara. Quand vous avez décidé d'être footballeur, il faut que tu sois en mesure de respecter ces critères. Du haut de ses 30 ans, Eli Wenduno est le gardien de but du Afia Football Club. C'est dans ce quartier bidonville de Conakry qu'il vit loin de ses parents. Le téléphone est le seul moyen pour lui de rester en contact avec sa famille. C'est très difficile de participer à certaines activités familiales, mais bon, des fois, il y a une compréhension qui est là. Ça, c'est indépendamment de notre volonté. Dieu a créé aujourd'hui le téléphone qui fait aujourd'hui on peut communiquer. Au quartier Petit Simbaya, derrière ce portail, nous rencontrons le jeune attaquant de Ashanti Golden Boy de Sigiri. Contrairement à Eli Wenduno, Ibrahima Souri Kaba, lui, vit avec sa famille. Mais avec les déplacements en raison des matchs du championnat national, il ne parvient pas à assister à certaines cérémonies de la famille. Ma grand-mère elle est décédée, je n'ai pas pu assister à l'enterrement parce que ça a trouvé qu'on était à l'intérieur, on avait un match. Ça affecte un peu, mais ça y va avec les trucs du métier, quoi. Ça y va avec le métier, une situation bien comprise par son père. Il aime le football, je le soutiens, j'achète les matériels de football depuis son bas âge. Qui parle de footballeur, parle évidemment d'entraîneur. Ibrahima Souri Diaby d'Iveron est entraîneur et formateur. Pour lui, la vie d'un footballeur n'est pas facile car elle est faite de passion. Le foot d'abord est un métier, c'est une passion. Quand on parle de passion, on parle de l'amour. Vous pouvez certainement vouloir, mais il y a des règles qui vous empêchent de le faire. Parce que à un moment donné, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à votre structure. En ce 21e siècle, le football évolue avec ses règles et principes. Pour les respecter, le footballeur est obligé de se priver de certaines choses selon un consultant sportif. Avant de boucler ce journal, voici la rubrique Public Reportage. C'était un atelier de renforcement de capacité des conseillers nationaux et cadres de l'administration parlementaire du Conseil national de la transition. La rencontre s'est tenue mercredi à Conakry en présence de plusieurs personnalités parlementaires. L'initiative est de l'USAID et exécutée par le National Democratic Institute NDI. Elle vise à apporter des corrections au texte de loi portant sur la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap en Guinée. Le compte rendu vous sera signé par Lamine Kaba et Abdoulaye Kamara. Autre sujet dans cette rubrique Public Reportage, l'humanité célèbre chaque année la journée internationale Nelson Mandela pour partager l'héritage d'un homme qui a changé le XXe siècle et qui contribue à sa façon au XXIe siècle. Célébré avec le slogan « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes ». Cette année, le système des Nations Unies a célébré cette journée dans l'enceinte de la Confédération nationale des albinos de Sangoya en collaboration avec les ambassadeurs de l'Afrique du Sud et du Ghana. Au cours de cette cérémonie, d'importants cadeaux ont été offerts par les partenaires. C'est un reportage signé Moriba Luther-Loa. Placé sous le thème relecture des textes législatifs relatifs aux personnes handicapées dans le cadre d'une contribution pour les futures réformes, cet atelier est une manière d'amener le Conseil national de la transition à se pencher de façon plus sérieuse sur le cas des personnes en situation de handicap dans la rédaction de la nouvelle constitution. Et nous pensons que justement cet atelier qui aujourd'hui prend en compte la commission d'abord des lois et les personnes handicapées est important dans la mesure où nous voulons mettre en place une constitution qui tienne compte du temps, qui résiste au temps et qui tienne compte de toutes les diversités. Toute action, toute politique, tout programme tire son essence au texte législatif là-bas et la loi. Donc tout ce qui est dit la loi, c'est ça qui sera appliqué sur le plan tant de l'exécution des programmes politiques et projets en faveur des personnes handicapées. Pour ces personnes vulnérables, le handicap doit être vu sous l'angle de la diversité humaine.
tout comme la diversité des races, des ethnies et de la nature. Je dirais que c'est une très bonne chose en soi. Si les conseils nationaux sont mieux outillés et à s'approprier, à faire sien les textes portant sur les personnes en situation de handicap, je crois que c'est une très bonne chose dans la perspective de la rédaction de la future constitution. Alors, je le félicite parce que je vois qu'avec la bonne foi de tout le monde et la bonne participation, ça va être un très bon succès. En attendant la prise en compte effective de la situation par de nouveaux textes de loi, la problématique du handicap demeure transversale et multisectorielle. Créé en 2008, c'est le bureau de la Confédération nationale des albinos de Sangoya qui a choisi le système des Nations Unies pour célébrer cette journée dénommée Journée internationale Nelson Mandela. Une journée privilégiée pour renouer avec les valeurs qui ont inspiré Nelson Mandela. Sa détermination absolue, son profond engagement pour la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Nous pouvons par exemple changer de langage. Le terme personne atteinte d'albinisme est préférable au terme albino, qui est souvent utilisé et qui a une connotation péjorative, qui promeut un discours de haine et de rejet vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Le système des Nations Unies continuera à accompagner la Guinée pour construire une Guinée meilleure, à même réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Un engagement que réitère le coordinateur. Le système des Nations Unies s'engage à appuyer le gouvernement, à travers vous, Madame la Ministre, en faveur de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes, pour construire une Guinée meilleure. Souvent confronté aux stigmatisations de tout genre, le secrétaire de ce centre souhaite que les albinos soient considérés et non marginalisés. Vraiment, on sollicite aussi la partition de la direction de personnes vulnérables, de prendre en compte la situation des personnes atteintes d'albinisme. Cette jeune fille bénéficiaire des vivres remercie les partenaires de l'événement pour leur soutien. Je suis très contente de nous donner des manger et de nous nourrir. Je suis très contente. Merci et merci à toutes. La ministre de la Promotion féminine et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté, apprécie l'initiative et appelle à prôner la paix et la cohésion sociale. Inviter tout un chacun au respect, à la considération et à la non-stigmatisation des personnes vivant avec l'albinisme. Ce journal a été coordonné par Djibril Akba et Marissa Kamara et dirigé à la régie par Melika Sitan Otayek, Jean-Marie Dimbadouno, Cheikh Oumar Akaba. Merci de votre aimable attention et bon suite de programme sur Espace TV. Au revoir.